Donc j'accueille aujourd'hui Philippe Français, que je remercie d'avoir pu se rendre disponible pour la première conférence de l'année qui va être dédiée à la thématique de la communication. On a parlé beaucoup de médias et de presse en début d'année, on parle beaucoup plus de communication en fin d'année. Alors qui est Philippe Français? Philippe Français, c'est un consultant spécialisé dans tout ce qui est stratégie digitale et stratégie corporate, et qui à l'origine était journaliste. Il a travaillé dans tous les médias, presse, radio, télévision. Il s'est spécialisé ensuite dans la communication. En 1985, il a créé une agence de communication qui s'appelait Aller-Retour et qui a été rachetée par un grand groupe que vous connaissez au moins de nom, qui s'appelle Euro-RSCG. Alors, il apparaît toujours sous le nom Aller-Retour, puisque aujourd'hui, c'est sa marque commerciale. Et il est encore aujourd'hui consultant en communication, consultant indépendant. Et il s'est spécialisé il y a longtemps maintenant, à l'échelle d'Internet, en 1997, dans la communication digitale, c'est-à-dire au tout début du web. Donc c'était un des premiers dans la région, notamment, à s'intéresser à ces problématiques-là. Et dans la région aussi, Philippe Français a la particularité d'être très présent dans tous les milieux professionnels liés à la communication, puisqu'il est le président de la Cité des médias et de la communication. Il est aussi le vice-président du club de la presse Marseille-Provence. Aujourd'hui, donc, en accord avec Alexandre Joug, votre directeur, donc, je vais vous parler de l'engagement. La théorie de l'engagement, avec un point d'interrogation, parce que c'est quelque chose d'assez, à la fois d'ancien, mais qui en fait se revitalise aujourd'hui, vu l'émergence des réseaux sociaux. Vous avez tous, je suppose, liké déjà quelque chose sur Facebook, vous avez tous reposté ou republié des tweets, vous avez tous retweeté, donc ça c'est une partie de ce qu'on pourrait appeler l'engagement aujourd'hui, et c'est devenu un peu une question centrale dans la communication, puisque comme le rappelait Alexandre Joug, j'ai créé Aller-Retour il y a maintenant presque 20 ans, et déjà à l'époque, le nom le prédestinait à ça. On sentait bien que la communication ne pouvait pas être uniquement pyramidale et descendante, mais bien un échange entre un récepteur et un émetteur. C'était le concept de l'époque. Et aujourd'hui, en fait, je ne m'intitule plus comme une agence conseil en communication, enfin comme un consultant en communication, mais plutôt comme un consultant en conversation. Je pense qu'aujourd'hui, les agences de communication doivent devenir des agences de conversation et apprendre aux marques et aux entreprises à entretenir la conversation avec leurs différents publics. Et ça paraît être, je dirais, une formule de publicitaire, ça n'en est pas. C'est fondamental parce que ça modifie considérablement à la fois la façon de penser la communication, quand on est une marque et une entreprise, mais y compris aussi la culture, le process, l'organisation de la communication d'entreprise. Alors, la théorie d'engagement, je pense que vous connaissez tous un peu les codes de langage de Twitter. Je me suis amusé à un petit jeu, puisque Pontifex, vous le savez peut-être, c'est le nom du pape Benoît XVI. Juste avant de démissionner, il a donné une patate chaude à ses collègues en disant je me mets sur Twitter, voilà, je démissionne maintenant débrouillez-vous avec ça. Et effectivement, si vous voulez écrire au pape sur Twitter, si vous voulez suivre ce que dit le pape sur Twitter, vous faites Pontifex. Et j'imaginais donc avoir écrit sur un tweet My User Experience, parce que quand on parle d'engagement, eh bien tout de suite on parle d'expérience utilisateur. C'est quelque chose qui va venir très vite sur le premier plan, dans la mesure où aujourd'hui, ce qu'on appelle l'expérience utilisateur, ça dépasse le simple cadre de l'expérience que vous avez avec des produits ou avec des marques, mais ça rentre y compris dans la capacité à vous donner de la créativité, à faire en sorte que vous soyez coproducteur, co-créateur des services, des produits qu'il faut innover pour les marques pour lesquelles je travaille. Donc en fait, quand on dit experience user, il faut le concevoir comme quelque chose de très très large. En fait, il faut y compris concevoir comme co-concepteur des produits pour les marques pour lesquelles je travaille. Voilà. Co-concepteur, donc que le client devienne lui aussi co-concepteur. Donc mon expérience avec hashtag mot dièse, pardon, parce que c'est le terme qu'il faut utiliser, Dieu, parce que je pense que si les gens veulent s'intéresser à ce que je pense de Dieu, ils feront ce hashtag-là, et ça demande à être updaté, parce que c'est effectivement, depuis 2000 ans, il s'est passé beaucoup de choses. On a le mode d'emploi, c'est la Bible, pour notre expérience utilisateur avec Dieu. La Bible, elle date d'il y a un peu moins de 2000 ans. Et aujourd'hui, depuis, on a les nouvelles technologies, on a les NTIC, et à l'époque, on avait juste inventé l'écriture.
Aujourd'hui, on a inventé un nouveau langage, parce qu'il faut le prendre comme ça. Les nouvelles technologies de l'information et de la communication, c'est pas seulement des technologies, c'est aussi quelque chose qui transforme notre façon de penser, de voir le monde. Voilà. Donc ça, c'est un peu tous les éléments que je vais aborder avec vous aujourd'hui, à travers le travail qui a été réalisé récemment par plusieurs chercheurs en sciences comportementales, anthropologues et également spécialistes du marketing, sur essayer d'élaborer en fait les 10 principes liés à l'engagement qu'on peut utiliser quand on est un consultant ou une agence de communication. Alors avant ça, je voudrais effectivement refaire un peu un point. Je pense que je n'ai pas besoin de faire avec vous parce que vous êtes tous de la génération Y, de faire un point sur ce qu'on peut appeler sur les évolutions du web, de l'écosystème web aujourd'hui, puisque cette session de l'engagement, en fait, il faut les voir à travers ce prisme-là. Donc hier, comme on l'a rappelé, en 1997, je me rappelle, moi j'ai envoyé en fait un prospectus aux entreprises de la région en leur disant faites votre site web en 97. J'ai envoyé ça à 3000 entreprises de la région, un petit prospectus, tout vachement bien fait. J'ai eu 0 réponse à l'époque, parce que c'était un peu trop en avance. Donc hier, le web c'était quoi? C'était un site internet, c'était la vision, on va dire, de la plaquette, de la vitrine, avec là aussi une information purement descendante, et où les gens venaient se connecter. Donc je vais exprimer en fait sur le web comme je m'exprime à la télévision. C'est un média, c'était en fait considéré comme un média supplémentaire, un canal supplémentaire de communication par rapport à la télévision, à la radio, aux journaux, à la presse, etc. Aujourd'hui, depuis le début des années 2000, on va dire, a émergé ce qu'on appelle le web social, le web 2.0, le web interactif, qui vous permet, vous, moi et nous, à la fois d'intervenir, d'interagir avec ce qui est publié sur le web, donc de donner notre avis, de dire qu'on n'aime pas, de publier des commentaires, d'être son propre acteur de communication, de produire soi-même de l'information, de la diffuser, de faire du buzz, et surtout, parce que ça, à la limite, ce serait quelque chose d'assez simple à gérer, mais surtout, en fait, de communiquer entre nous. C'est-à-dire qu'en fait, c'est plus une communication d'émetteur à récepteur de façon symétrique, ça devient une communication asymétrique où tout le monde peut communiquer avec tout le monde, et donc on est installé véritablement dans un véritable écosystème de communication où aujourd'hui le site web, pour ne parler que de ça par exemple, ne peut pas être la seule porte d'entrée avec laquelle je vais entrer en communication avec mes publics. Et demain, et quand je dis demain, c'est demain matin, c'est pas dans 10 ans, ça commence déjà à se mettre en place, c'est l'arrivée du big data, c'est le web sémantique, c'est ce qu'on appelle, alors il faut bien donner des mots, le web 3.0, c'est-à-dire la capacité pour tous les objets de communiquer entre eux avec les êtres humains. Alors aujourd'hui, on communique à travers des interfaces assez simples, à travers des devices, des produits qui sont votre smartphone, votre tablette, votre ordinateur, votre télévision. Demain, votre voiture, votre porte-clés, votre frigidaire, cette table, ce micro, tous les objets pourront communiquer et nous donner des informations. Et au-delà de cela même, arriver à collecter de façon intelligente les données qui sont sur Internet et nous apporter des informations, voire même nous suggérer de faire tel ou tel type de choix. Aujourd'hui, on échange sur Internet, y compris à travers les réseaux sociaux, on échange surtout ce que j'appellerais des documents, c'est-à-dire en fait des choses qui sont assez formatées, des vidéos avec un début, une fin, des pages web avec une mise en page, avec un titre, des paragraphes et des informations à l'intérieur. Demain, le big data, le web 3.0 nous permettra de capturer des données à l'intérieur de ces documents et de les configurer, de les rendre intelligentes pour nous apporter des informations et nous aider dans nos choix en fonction de nos préférences, en fonction de ce qu'on recherche, etc. Voilà. En gros, pour donner peut-être une image qui parlera, aujourd'hui, quand vous allez sur Google, vous recherchez des informations. Donc Google essaye de vous apporter des réponses sur ce que vous recherchez. Demain, les futurs moteurs de recherche vous apporteront des informations, non pas sur ce que vous recherchez, mais sur ce que vous aimez. Ce qui est un peu différent. Voilà. C'est-à-dire que le phénomène de sérendipité, le fait de trouver des informations qu'on ne cherchait pas forcément, mais qui vont tout d'un coup nous apporter un éclairage sur une vision différente de la créativité, l'écosystème Internet, l'écosystème du big data nous permettra de le faire.
Et quand je vous dis ça, je ne suis pas dans la science-fiction, je suis dans demain matin. Peut-être qu'on fait les questions à la fin ou on interagit tout de suite. C'est comme vous le souhaitez, hein. Moi je suis open source. Vous pouvez intervenir quand vous le voulez. S'il y a des choses que vous voulez que je précise, je suis bien volontiers là pour le faire. Sachant que voilà, il n'y a pas personne à la science infuse dans ce domaine-là. Je ne suis pas un gourou de la communication digitale. Il n'y a aucun gourou dans la communication digitale. Nous essayons tous de comprendre comment ça fonctionne. C'est déjà pas mal d'essayer d'arriver à ça. Et la meilleure façon de le faire, c'est justement de partager des expériences et de poser des questions. C'est de dire, ben voilà, nous on a essayé de faire ça, ça a marché, ça n'a pas marché, qu'est-ce que vous en pensez? Et moi je suis curieux aussi de voir quelles sont vos expériences que vous avez dans ce domaine-là. Alors aujourd'hui, voilà, ça c'est un exemple de l'émergence et de l'importance du web social. Aujourd'hui, en fait, Google, finalement, référence des pages mortes, référence des cadavres, des pages statiques, des pages qui sont en fait de l'information ancienne. Il est très fort pour ça, Google. Et donc, si aujourd'hui je veux chercher de l'information actuelle, de l'information actualisée, je vais plutôt aller sur Twitter. Le flux, il est sur Twitter, il n'est pas sur Google. À tel point que Google, de plus en plus, essaye de rattraper son retard dans ce domaine-là, et donc référence un excellent moyen, je vous donne ce tuyau-là, mais vous le connaissez sans doute, d'être bien référencé sur Google. C'est pas forcément les mots-clés, c'est pas forcément le référencement naturel, et c'est par exemple être très présent sur Twitter et sur les réseaux sociaux. Là, immédiatement, votre ranking, votre place dans Google va monter, parce que Google recherche de plus en plus à donner, et c'est normal, l'information la plus actuelle, autant que l'information la plus pertinente. Et aujourd'hui, ce qu'on recherche quand on est dans le monde de flux d'informations dans lequel on est, c'est pas forcément l'information la plus profonde, c'est plutôt l'information la plus nouvelle qu'on va rechercher. Twitter, pour ça, est un excellent outil. L'autre élément important, c'est ce que vous avez là, c'est qu'aujourd'hui, on constate que, donc vous avez là en fait tout ce qui peut arriver chez Google, 75% des contenus qui sont indexés sur ce moteur de recherche, qui est quand même le premier moteur de recherche de la planète, ben ça provient d'espaces sociaux où vous, en tant qu'entreprise, en tant que marque, n'avez pas la main. Ce sont ceux qui parlent de vous qui vont s'exprimer et qui vont être référencés sur ce moteur de recherche. Donc ce qu'on dit sur l'entreprise, vous n'êtes plus maître en tant que responsable de communication de ce qui se dit, mais par contre, il faut que vous entreteniez la conversation, il faut que vous soyez agréable avec un tas de personnes pour pouvoir avoir un bon référencement avec des bonnes opinions positives sur les moteurs de recherche. Donc ça, c'est tout l'enjeu de ce que je vous disais, la différence entre la communication et la conversation. Et ça demande une culture d'entreprise nouvelle, et pour faire en sorte que les gens s'engagent avec vous autour de vos entreprises et de vos marques. C'est clair? Vous avez déjà vécu cette expérience, vous aussi? Vous avez tous, je suppose, mis votre nom sur Google pour voir ce qu'on racontait sur vous. Vous avez créé votre alerte Google? Oui. Bon, faites-le, hein. Dès que quelqu'un parle de vous, vous êtes au courant comme ça. Et vous ne l'apprenez pas par la bande. C'est comme ça qu'a né Facebook. Hein. Vous avez tous vu, je suppose, Social Network, hein, le film sur Facebook. C'est effectivement pour parler de ces petites copines que ce formidable... Alors justement, un élément, Facebook vient de... Enfin, il n'a pas encore lancé, il est en bêta-test aux États-Unis, vient de lancer son moteur de recherche social. Hein, Facebook est en train de créer un moteur de recherche qui va en fait indexer tout ce qui se dit dans le web social. Et je pense que c'est un concurrent extrêmement dangereux pour Google. Parce que beaucoup de gens vont aller chercher l'information sur ce moteur de recherche social et plus sur Google, qui va référencer, comme je le dis, des cadavres. Vous connaissez tous les cadavres exquis? Oui. Qu'est-ce que c'est qu'un cadavre exquis? Je ne parle pas des lasagnes à viande chevaline. Hein. Oui? Ah, allez-y. Enfin, c'est un procédé qui a été inventé par les surréalistes et qui associait des mots qui n'avaient pas forcément de rapport entre eux pour créer une phrase un peu originale. Tout à fait, voilà. Et en fait, ces surréalistes-là nous inventaient de véritables poésies, mais parfois on se rendait compte que par le hasard des choses, les phrases avaient un sens, ou en tout cas développaient l'imagination, et c'est un des moyens de développer sa créativité. Et si je vous dis ça, c'est pas par hasard, parce qu'en fait, une des recherches de Google, c'est aussi ça, c'est de mettre une dose de surréalisme, on va dire ça comme ça,
ou de sérendipité, c'est-à-dire le fait de chercher, de trouver des choses qu'on ne cherche pas forcément dans les résultats qu'ils vont vous donner. Voilà. Parce que ça peut permettre aux gens de s'engager, y compris avec ce moteur de recherche. C'est-à-dire quand on cherche ce qu'on trouve, c'est pas très marrant. Mais quand on trouve quelque chose qu'on ne cherchait pas et qui nous intéresse, là, ça devient très intéressant. Et ça aussi, c'est une des façons que Google a de penser son futur moteur de recherche. Alors là, vous avez, je vais passer rapidement, un panorama des réseaux sociaux qui vous donne un peu le... Bon, ils ne sont pas tous, hein, parce qu'aujourd'hui, des réseaux sociaux, il y en a des centaines, voire même des milliers, on pourrait dire. Chacun spécialisé, chacun avec des fonctionnalités, chacun essayant de devenir la killer application, la killer entreprise qui va devenir comme Facebook. Mais en gros, on a 2-3 mastodontes. Bon, Google+, aujourd'hui, beaucoup de gens le dénigrent, mais moi je me méfierais, parce que Google+, en fait, n'a pas dit son dernier mot, n'a pas forcément perdu la bataille face à Facebook. Il capte un certain public assez intéressant. Mais en gros, les gros mastodontes, donc Facebook, Twitter, Google+, qui sont les plateformes agrégatives, les plateformes, en fait, les méta réseaux sociaux qui regroupent tous, et autour toutes les nébuleuses de ceux qui permettent de diffuser soit des vidéos, soit des photos, soit d'interagir, de trouver des amis, etc., etc. Donc, comme vous le voyez, il y a à la fois des ordinateurs, des smartphones, des tablettes, mais de plus en plus des objets qui vont devenir connectés entre eux et qui vont nous permettre d'être plus pertinents dans nos recherches, dans nos interactions. Alors ça, pour dire une chose simple aussi, vous l'avez compris, moi je suis pas un aigri du journalisme à l'ancienne ou de la communication à l'ancienne, où avant on avait le temps de se parler, de se rencontrer physiquement, et aujourd'hui en fait on n'a plus le temps de tout ça, c'est faux. Hein, lisez tous Petite Poussette de Michel Serres, je pense que certains d'entre vous l'ont fait. Michel Serres est encore plus vieux que moi, et il est encore plus à l'avant-garde que moi sur ce plan-là, c'est-à-dire qu'en fait, on se rend bien compte que les gens qui passent du temps sur les réseaux sociaux, non seulement ont un relationnel beaucoup plus important que de ceux qui ne le passent pas du temps sur les réseaux sociaux, mais en plus rencontrent plus de gens physiquement que ceux qui ne passent pas du temps sur les réseaux sociaux. Je dis ça, je donne juste un élément, par exemple un argument, parce que c'est vrai que sur les réseaux sociaux, ce qu'on crée, c'est d'abord et avant tout des relations faibles. Ce sont des interactions faibles. On n'a pas d'amis sur Facebook, bien entendu, c'est un terme qui est mal à propos. On a des relations faibles, mais ces relations faibles, elles sont indispensables à la vie urbaine, à l'urbanité, à ce qu'on pourrait appeler l'urbanité. Si nous n'avions pas de relations faibles dans nos vies, nous serions des barbares. C'est-à-dire, en fait, nous aurions des relations tribales, nous aurions des relations familiales, nous serions des clans, nous aurions une société organisée de façon clanique, et je dirais même de façon un peu mafieuse. C'est-à-dire qu'en fait, si vous ne faites pas partie de mon clan, si vous n'êtes pas mon ami, vous êtes mon ennemi, et donc je n'ai pas à être poli avec vous, je n'ai pas à entretenir des relations d'urbanité avec vous. Et quelque part, il y a un parallèle à faire entre le type de relation qu'on a sur ces réseaux sociaux numériques, virtuels, et cette façon de vivre ensemble, et de se dire bonjour, de se faire des sourires, de donner sa place à la vieille personne quand on est dans l'autobus. C'est une façon, je dirais, d'entretenir des relations qui peuvent devenir ensuite fortes, mais qui nous permettent de vivre ensemble plus facilement quand on est sur une planète qui a 7 milliards d'habitants, une planète qui est extrêmement complexe à gérer, et où on a besoin d'avoir des connexions avec beaucoup de gens pour pouvoir la comprendre et pour pouvoir y vivre. Donc, en ce sens-là, je dirais, merci Facebook, merci les réseaux sociaux, vous nous permettez de vivre mieux dans ce monde si complexe. Et j'engage ceux qui ont une vision plutôt négative de ces réseaux sociaux à bien comprendre ça. Alors c'est sûr qu'il y a des fous furieux des réseaux sociaux, des addicts et des malades, mais bon, c'est pas les réseaux sociaux qui les ont créés, ils étaient aussi pathologiquement malades avant que les réseaux sociaux n'existent. Donc je ferme la parenthèse pour vous encourager à vous désinhiber par rapport au phénomène des réseaux sociaux. Allez-y, vous verrez que vous y rencontrerez des gens intéressants, et sachant aussi une chose importante, c'est que Facebook est une place publique, c'est pas du tout un espace privé. Alors là, soyez très conscients de ça. Même si vous cloisonnez, si vous empêchez les gens de venir voir vos photos, etc., les amis de vos amis pourront partager les photos que vous avez publiées. Donc Facebook, c'est un bar, c'est une place, c'est une rue de la ville
Donc ne dites et ne faites dans cette rue, dans ce bar, que ce que vous feriez publiquement. Et puis par contre, dans votre vie intime et dans votre vie physique, là, vous pourrez faire ce que vous voulez, mais Facebook, c'est une place publique. Voilà. C'est aussi l'erreur que commettent beaucoup de gens. Alors je parle de Facebook, Twitter, tous ces réseaux sociaux, YouTube, etc. Ne publiez pas sur YouTube des vidéos de vos soirées arrosées, ça vous coûtera cher un jour. Voilà. Parce que c'est un espace public. C'est comme si vous le faisiez dans la rue. Ça, c'est la deuxième chose qu'il faut aussi comprendre sur la façon de fonctionner de ces réseaux. Alors, rapidement, voilà. Aujourd'hui, c'est pour vous dire, voilà, aujourd'hui on ne parle plus, quand on fait des stratégies digitales, on ne parle pas de site web, on ne parle pas de vous faire un beau design de votre site web, on parle d'écosystème et de web social. C'est-à-dire qu'aujourd'hui, en fait, il y a des multitudes de façons d'entrer en relation avec vous, des multitudes de façons de parler de vous. Et il faut que quand vous êtes responsable de communication d'une entreprise, d'une marque, d'une institution, ben, il faut comprendre quel est l'écosystème dans lequel vous naviguez, qui sont les gens qui parlent de vous, qui parmi ces gens sont des influenceurs. Donc on a une vision qui est loin d'être une vision unilatérale et descendante de la communication, mais plutôt une vision polycentrée, hein, où il faut que vous pollinisiez le web de vos informations et il faut vous surveiller ce que les gens disent sur vous un peu partout pour pouvoir interagir avec eux, entretenir la conversation, les amener à s'engager avec vous et à partager vos informations, etc. etc. Donc ça, c'est une cartographie que tout responsable de communication dans une entreprise doit faire. Quel est mon écosystème et comment fonctionne-t-il? On a aujourd'hui des outils assez performants qui permettent de mesurer les gens, où est-ce qu'ils parlent de vous, s'ils en parlent positivement ou négativement, quels sont les taux d'engagement qu'ils ont vis-à-vis de ce que vous publiez. On pourra en parler, mais ce n'est pas l'objet de la conférence aujourd'hui. Certains. Bon, alors il y en a un que vous devez tous savoir, je vous conseille d'avoir, c'est Klout, klout.com. Inscrivez-vous sur Klout et vous mesurez votre taux d'influence sur le web, et y compris ce que les gens disent sur vous. Moi, j'ai un taux de 62 sur 100, qui me bat. Alors, ce qui fait qu'on parle de user experience, on parle de user centric, comment mettre l'usager, comment mettre le client. C'était la tarte à la crème des années 80, mais c'était vraiment une tarte à la crème parce que personne n'était capable vraiment de le faire, parce que personne n'a jamais mis le consommateur au centre du système. On a toujours mis le consommateur comme une cible qu'il fallait toucher et qu'il fallait convaincre. On ne l'a jamais mis au centre de la décision, c'est jamais lui qui décidait. Et ça, c'est en train de changer, parce que, donc voilà, dans les années 90, au départ donc, de l'émergence d'Internet, le site Internet, le site web de votre entreprise, de votre institution était au centre. À partir des années 2000, on a, comme les moteurs de recherche à l'époque, ceux qui ont connu le début d'Internet, Google n'existait pas, il y avait Yahoo qui était un des premiers, qui était un moteur de recherche en fait, qui n'était pas un moteur, qui était en fait, c'était des gens, des petites mains qui s'amusaient qui travaillaient à référencer les différents sites, hein, et à dire où ils parlaient, etc. Donc vous aviez en quelque sorte une indexation humaine qui se faisait par Yahoo. Vous aviez quelques moteurs de recherche automatiques qui commençaient à être inventés, donc un qui n'était pas inventé ici, mais les personnes qui l'ont inventé sont maintenant dans la région. Et puis est apparu Google. Google a eu en fait le génie, premier génie, de comprendre comment fonctionnait le web social et le web 2.0. Parce qu'en fait, l'algorithme de Google, qu'est-ce qu'il mesure? Est-ce que vous le savez? Comment fonctionne? Alors, on ne sait pas, on ne connaît pas l'algorithme de Google, mais on connaît ses grands principes. Comment Google vous permet d'avoir des bons résultats, d'après vous? Est-ce qu'il y en a qui ont une idée de ça? Comment il fait le référencement? Pourquoi est-ce que vous êtes premier sur la liste et pas centième? Déjà, d'abord, il fait le référencement naturel, c'est-à-dire il regarde au niveau qualitatif ce que le site est de qualité, ce dont on parle. C'est quoi la qualité d'un site? La qualité de ça. Il y a le ranking déjà, c'est-à-dire s'il y a des sites qui mettent des liens vers votre site, qui ont un rapport avec votre site, ça veut dire qu'il y a des liens entre eux, c'est ça que vous voulez dire? Il y a ça. Donc voilà, ça c'est un élément important, c'est en fait Google, un de ses critères, c'est si votre site il a beaucoup de liens, si d'autres sites pointent sur votre site, ça veut dire qu'il estime que vous êtes important. Donc en fait, il base
un de ces critères, il le base sur votre popularité et sur les interactions que vous avez avec les autres sites web sur Internet. Donc il est déjà dans une logique de web social. Et ensuite, vous avez d'autres... Ensuite, je ne savais pas trop comment l'expliquer, quoi. Voilà, donc bon, il y a plusieurs éléments, et de plus en plus, comme je le disais, là par exemple, le fait d'être présent sur les réseaux sociaux, aujourd'hui en fait il est en train de... L'algorithme de Google change, hein. Il change assez régulièrement, ils ne le disent pas toujours, mais il améliore constamment. Et une des améliorations en cours, c'est celle-là, c'est de faire en sorte que, à partir du moment, non seulement où votre post, ou votre site, ou votre blog, ou votre nom, il est reposté, il est retweeté, il est liké, vous allez aussi augmenter en ranking sur les pages de Google. Puis bien sûr, il y a la pertinence des occurrences de mots, c'est-à-dire si votre page parle 100 fois de journalisme sur votre site, dès qu'on va taper le mot journalisme, ça c'est toujours ça, c'était la règle de base du départ, vous allez être dans le ranking supérieur. Donc Google, dans les années 2000, a été au centre du web, parce que c'est tout passé par lui, vous cherchez quelque chose, à tel point que les gens, d'ailleurs maintenant, beaucoup de gens ne savent pas ce que c'est que la barre d'adresse de son navigateur. C'est-à-dire qu'on tape l'adresse dans Google, et ça passe par Google, je ne sais pas si je suis clair, pour atteindre le site. C'est-à-dire on n'a même pas bookmarké la page, on sait qu'en tapant dans Google le nom de l'entreprise, on va retrouver en ranking numéro 1 son nom, et donc on va cliquer dessus et on va l'atteindre. Ce qui fait d'ailleurs que les statistiques de Google, de ce point de vue, sont un peu faussées. Parce qu'en fait, les gens ne cherchaient pas l'entreprise, ils utilisent beaucoup Google comme un navigateur classique. Je ne vais pas rentrer dans les détails. 2010, donc, on y est. C'est les réseaux sociaux qui deviennent maintenant au centre. Hein, je ne vais pas vous faire toutes les statistiques, mais vous les trouverez sur le web. En termes de temps passé, 1 milliard de gens connectés sur Facebook, la moitié d'entre eux se connectent tous les jours sur leur page. Ils passent du temps dessus, c'est vraiment les réseaux sociaux sur lesquels on passe de plus en plus de temps. En matière de journalisme, puisque c'est votre école, aujourd'hui, tous les journalistes ont un compte Twitter, et dès qu'ils veulent trouver une information, ils ne vont plus aller chercher le fil de l'AFP, ils vont sur Twitter pour savoir qu'est-ce qu'on dit sur ce sujet-là. Parce qu'ils savent que c'est là qu'ils vont trouver le flux et ce qui est nouveau. Donc les réseaux sociaux sont au centre, et dans les années 2020, ce sera le big data, c'est-à-dire ce que je vous disais, le fait que le web va devenir sémantique et va, à partir de données, créer de nouveaux contenus, créer de la décision, créer de l'engagement. Et donc tout ça, ça demande, de la part de ceux qui travaillent sur la communication, une véritable révolution culturelle pour comprendre comment être présent dans cet univers-là. Alors je vais peut-être, pour vous montrer que vous n'avez pas besoin du son. Ça, c'est un petit film qu'a fait Microsoft, il y a maintenant 3-4 ans, hein, d'ailleurs, pour vous montrer, en fait, tout ce qui va se passer. Alors, toutes ces technologies que vous voyez, elles existent déjà. Ce ne sont pas des technologies inventées dans la tête et dans le cerveau des ingénieurs. Ce sont des technologies qui fonctionnent et qui marchent. La plupart d'entre elles attendent d'être marketées, d'être industrialisées pour venir sur le marché. Mais tout ce qui est donc reconnaissance vocale, visuelle, traduction automatique, vous le voyez déjà aujourd'hui sur YouTube. Il y a des boîtes, y compris par exemple dans la région, qui font des progrès énormes aujourd'hui pour que vous ayez une traduction instantanée et de qualité, aussi bien de son que de texte. Donc tout ce qui est, ce que je disais, le big data, l'agrégation de données, bon là vous avez la personne par exemple qui sur une tablette, sa tablette personnelle, a toutes les informations dont elle peut avoir besoin, la météo de là où elle va atterrir, son billet d'avion, tout est agrégé, tout est connecté. Vous avez votre bibliothèque numérique personnelle partout où vous allez, vous devenez nomade et elle vous suit. Donc ça, bien entendu, vous le savez, c'est une technologie qui existe déjà avec la tablette, toutes les applications iPhone ou Android. Tout ce qui concerne la data visualisation, dans le domaine du journalisme, là aussi, il y a des énormes progrès qui ont été faits. Comment est-ce qu'on représente de façon graphique des données importantes, lourdes? Comment est-ce qu'on permet de les rendre plus compréhensibles? Comment est-ce qu'on rend les outils plus ergonomiques? Je vous épargne une petite musique qui est assez nulle. Si vous la voulez.
Donc voilà, les représentations graphiques, là on fait d'énormes progrès. Dans le métier du journaliste, par exemple, ça change le métier du journalisme. Aujourd'hui, un journaliste ne peut plus travailler tout seul, il est obligé de travailler avec un designer, il est obligé de travailler avec des gens qui travaillent sur les données pour pouvoir produire ce genre d'informations. Tout ce qui concerne bien sûr la géolocalisation et la réalité augmentée. Donc là, vous avez un exemple de quelqu'un qui a un rendez-vous avec son smartphone nouvelle génération. Eh bien, il va demander où se trouve ce rendez-vous. J'aurais trouvé comme ça l'amphi tout de suite, monsieur Joux. On se serait envoyé un message. Et là, non seulement j'ai l'information qui me parvient immédiatement, le plan, ça existe déjà, mais demain, grâce à la réalité augmentée, enfin déjà demain, dès aujourd'hui même, mais ce n'est pas encore industrialisé, grâce à la réalité augmentée, je vais pouvoir avoir sur le sol des flèches qui m'indiquent où ça se passe. Je vais pouvoir avoir à travers mon smartphone qui va me dire, ben, ici je suis dans l'amphi 4, et si je mets mon smartphone comme ça devant l'amphi, il va tous reconnaître vos visages et me dire quels sont les étudiants présents, quel est leur profil Facebook, je peux vous demander d'être ami avec vous, etc. Ça, c'est possible aujourd'hui. Et ça sera diffusé très largement dans les 3, 4, 5 ans à venir. Alors bien sûr, vous serez en mesure de refuser de devenir mon ami. Votre liberté restera pleine et entière. Mais je pourrais le faire. Donc tout ce qui est web sémantique, data mining, c'est-à-dire en fait intelligence artificielle qui permet à partir des données de nous proposer des informations, des choix. Dans le travail aussi bien de l'enseignement que dans le travail des entreprises. Les objets qui vont donc devenir communicants. Voilà mon porte-clés dans lequel j'ai ma clé USB qui me donne tous les dossiers que je suis en train de traiter aujourd'hui vis-à-vis de mon client ou mon collaborateur. La tasse de café, oui on va le voir, voilà, la tasse de café ben, elle me donne la température du café pour pas que je me brûle les doigts, elle me donne le dosage de caféine qu'il y a dans le café, le taux de viande chevaline dans les lasagnes aussi. On attend la fin du film. Donc bien sûr le papier, les écrans qui vont devenir souples, donc vous pourrez vous promener avec des vestes qui seront communicantes, les textiles communicants ça existe déjà, la domotique, qui vous permet donc de contrôler tout ce qui se passe chez vous, dans votre bureau, dans votre environnement, dans votre écosystème. Alors là, vous avez un bon exemple en matière de journalisme sur les journaux du futur. Je change la page. Tout ce qui est reconnaissance d'image, hein, donc on a beaucoup parlé des flashcodes, etc. Mais demain, on n'aura même plus besoin des flashcodes. Ma caméra va reconnaître la plante, il va reconnaître le micro, il va reconnaître votre visage. Donc pour vous donner des informations qui vous diront que cette plante, ben voilà, c'est telle plante, elle pousse à telle époque. Et il faudrait que vous commenciez à l'arroser parce qu'elle commence à avoir soif. Voilà. Donc tout ça, c'est vraiment le big data. Et là-dedans, vous comprenez bien que on n'est plus dans un monde où, à travers des masses médias, on ne va pas faire passer des messages. On est dans un monde où tout le monde produit des messages, tout le monde échange des messages, et vous vous retrouvez non plus au centre de cet univers-là en tant que marque entreprise, mais vous vous trouvez au milieu de tout ça, et vous devez converser pour obtenir de l'engagement de vos différents clients, prospects, consommateurs. Alors mademoiselle, je crois que vous voulez dire quelque chose, madame. Trifouiller-les-Oies, vous n'irez pas, oui c'est vrai. C'est-à-dire qu'en fait, Trifouiller-les-Oies, s'il n'est pas connecté et équipé, ce sera un no man's land, ce sera un désert. Le désert, il ne sera pas seulement parce qu'il n'y a pas d'arbres et pas d'eau, mais il sera parce qu'on n'a pas de connexion, ça c'est vrai, voilà. Ça c'est vrai. Vous serez dépendant. Il y a deux façons de voir les choses. Vous serez un homme augmenté, ou une femme augmentée, comme on dit. Ça va décupler vos capacités de perception,
d'intelligence, de créativité. Voilà. Alors c'est sûr que si vous perdez ces outils, vous perdrez ces capacités d'être une femme ou un homme augmenté. Et c'est un peu comme si aujourd'hui vous perdez la capacité d'avoir votre téléphone, votre porte-plume, votre cahier. Vous allez perdre des outils. Sauf que ces outils aujourd'hui vont être très largement distribués et partagés, et que ne pas les avoir, vous pourrez toujours les emprunter, enfin ça va être de consommation courante, quoi, je dirais, ça va être des objets d'usage tout à fait quotidien. Donc moi personnellement, je ne le vois pas comme ça, je le vois plutôt comme la capacité qu'on a à avoir beaucoup plus de compétences, de choix, d'intelligence autour de nous. Et c'est vrai que si on a moins d'intelligence autour de nous, on sera plus handicapé. Mais on rentre dans ce monde-là, où il faudra être connecté sur... La fracture numérique, elle est déjà en cours, elle n'est pas que sociale. Il y a des gens qui sont aujourd'hui déconnectés. Alors après, il faut savoir gérer ça, ça pose une autre question. Je vous engage à lire le bouquin de Thierry Crouzet, qui a pendant 6 mois déconnecté de tout pour tirer une expérience de ça. Mais savoir gérer les réseaux sociaux, c'est aussi une chose qu'on va apprendre dans notre façon de vivre notre intimité, notre relation aux autres. Comme on a appris avec le téléphone, comme on a appris, mais là, effectivement, ça devient plus prégnant dans notre vie quotidienne. Mais je veux pas monopoliser la parole. Est-ce que vous avez des avis sur ça? Vous partagez, hein, on peut partager, hein, on est là pour... Moi, je conçois qu'on est... Moi, personnellement, je suis pas un technophile. Je pense qu'il faut justement être bien conscient des limites et des dangers potentiels, parce qu'il y a un gros danger potentiel, hein, c'est Big Brother, ça c'est évident, ce danger, il ne faut pas le balayer d'un revers de main. Et donc c'est pour ça qu'il faut qu'on ait bien la maîtrise, pour que chaque individu, chaque citoyen comprenne bien ce qui se passe, sache utiliser ces outils. Il faut qu'on devienne tous des hackers. Si on est tous hackers, Big Brother est mort. C'est ça le message qu'il faudrait peut-être faire passer, quoi. Si on est tous capables à 2, 3, 4, 5, 10 de pénétrer un système, de comprendre comment il fonctionne, de ne pas se faire manipuler par lui, on pourra être plus fort que le potentiel Big Brother qui existe. Si on refuse de rentrer là-dedans, je pense que la bataille est perdue d'avance. C'est mon point de vue. Moi, j'ai peut-être une question sur tous ces nouveaux réseaux, ces nouveaux objets qui se mettent à communiquer, ils envoient des messages. Là aussi, ça fait un peu réac, mais entre le nombre de mails plus le nombre d'interactions dans la journée, on approche de la demi-journée par jour. Hein. Oui. Si on multiplie, est-ce qu'il n'y a pas là une limite qui est celle du nombre d'interactions quotidiennes? Oui, c'est ce que je disais au niveau de la gestion, mais en fait, moi, je suis assez étonné de voir que, en fait, si on regarde aujourd'hui ce que les gens arrivent à traiter comme information en 2012 et ce qu'on traitait en 1980, vous pouvez multiplier par 100, je pense. Hein. C'est-à-dire que ce qu'on fait aujourd'hui, il y a 30 ans, on aurait dit, mais c'est impossible de gérer tout ça. Tout ce qu'on gère comme information, tout ce qu'on traite comme information dans la journée, on a une capacité, notre cerveau a une capacité à gérer ça. Voilà. Alors le problème, c'est que ça va très très vite et qu'effectivement, on a de plus en plus de mal à suivre et que parfois on est au bord de la saturation. Mais on est tous en train d'apprendre ça. Je n'ai pas la réponse à ça, effectivement, mais il faut la trouver. Comment est-ce qu'on arrive à avoir d'informations plus pertinentes, à mieux la gérer, à ne pas se faire absorber dans la matrice, mais à rester toujours, à avoir suffisamment de recul pour à la fois approfondir l'information, dès qu'à la surface, mais aussi bien la gérer pour qu'on ait de l'information pertinente et qu'on ne se perde pas dans tous les sens. C'est une vraie question qu'il faut qu'on apprenne à gérer. Voilà. Et les générations qui viennent devront trouver la réponse. Alors je vais un peu plus vous effrayer, si on est d'accord, parce qu'il faut avancer. Je pense peut-être, je ne sais pas si je vais vous effrayer, en vous parlant des neurosciences. Voilà, moi je travaille avec un pôle, le pôle 3C, je ne sais pas si vous connaissez, c'est chez vous, hein, c'est à l'université de Aix-Marseille Université maintenant. C'est à Saint-Charles en fait. C'est un regroupement de 200 chercheurs qui travaillent sur le comportement, les sciences comportementales, la cognition et le cerveau, donc tout ce qui touche ce qu'on appelle les neurosciences et la psychologie. Et il a cette particularité, c'est le seul pôle en France qui a à la fois des gens qui travaillent dans les sciences, on va dire, dites dures, hein,
de l'imagerie médicale, etc. Et puis des psychologues, des gens qui travaillent dans les sciences molles. Donc ce mélange entre sciences dures et sciences molles a abouti au pôle 3C, qui est un des pôles les plus importants, enfin, le plus important en France et peut-être même en Europe dans ce domaine-là. Et on a la chance de l'avoir ici à Marseille. Donc les gens qui travaillent dans la com, vraiment, je pense qu'on a intérêt à se rapprocher d'eux. Moi, je travaille avec eux déjà. Alors, comment je travaille avec eux? Alors voilà, là, vous avez Olivier Houlier, qui est un professeur de neurosciences, qui vient d'installer un casque, parce qu'en fait, les neurosciences ont fait beaucoup de progrès. Pourquoi? Grâce au progrès de l'imagerie médicale. Aujourd'hui, on arrive à comprendre ce qui se passe, à voir, pas à comprendre, à voir ce qui se passe dans le cerveau, quand on est en train de réfléchir, quand on est en train de manger, quand on est en train de jouer au foot. Et en même temps, on a, avec les techniques d'eye tracking, je pense que vous avez tous entendu parler de ça, donc on sait parfaitement où la vue se dirige sur un écran, quand je visite une boutique, quand je fais tel ou tel type d'action, quand je traverse une voie ferrée. On sait ce que l'œil regarde, combien de temps il le regarde, quel parcours il fait, etc. Donc on a, et puis on peut même, y compris, observer les réactions faciales d'un individu. Donc toutes ces informations-là aujourd'hui, sciences dures et sciences molles mélangées, ben on arrive à avoir une vision beaucoup plus, on va dire, réelle, du réel comportement des gens. Aujourd'hui, dans les sciences de la communication, on est quand même beaucoup sur le déclaratif. Hein, quand on fait un sondage pour dire, bon, que pensez-vous de telle marque, est-ce que vous allez acheter tel produit? Bon, ben, les gens, ils vous répondent un peu ce qu'ils veulent. Et il y a un biais quand même, on le sait, même si statistiquement, scientifiquement, on nous dit que les statistiques sont bonnes, il y a un biais par rapport à la nature des questions qu'on pose, par rapport au contexte dans lequel ces questions sont posées, et par rapport au fait que la personne en face de vous n'a pas envie de passer pour une imbécile aussi. Donc tout ça c'est du déclaratif. Les sciences comportementales et les neurosciences nous permettent de vérifier si le déclaratif correspond au comportement réel. Alors je donne un exemple concret. Moi je travaille avec eux par exemple pour Réseau Ferré de France sur les problèmes de sécurité sur les voies ferrées. On se rend compte, alors l'idée c'est que là pareil, beaucoup d'études qui ont été faites sur la communication qu'on doit faire pour que les gens soient attentifs, parce qu'il y a toujours des accidents mortels autour des voies ferrées, pour que les gens soient attentifs dans ce domaine-là. Le monde change, la vie change, et en fait, le portable, par exemple, fait que les gens sont moins attentifs, il y a des comportements qui sont nouveaux. Voilà. Et puis on se rend compte que trop d'informations tue l'information, c'est-à-dire qu'aujourd'hui, les gens font plus trop attention aux signaux qui leur sont émis pour dire attention, quand vous traversez une voie ferrée, il y a un danger. Donc on a installé des caméras, mis en place tout un tas de dispositifs avec ces casques, pour comprendre en fait quel était le vrai comportement des gens quand ils sont dans des gares et quand ils traversent des voies ferrées. Et on a assisté à des choses assez stupéfiantes qu'on n'imaginait même pas et que les sondages ne peuvent pas détecter. Il y en a qui prennent des voies ferrées pour des terrains de foot, il y en a qui vont chercher un mégot de cigarette, il y en a qui font signe aux conducteurs de TGV quand ils passent à 220 km/h parce qu'ils viennent juste de « Oh, regarde, salut, excusez-moi, j'ai traversé la voie ». On l'a vu ça, c'est-à-dire que on constate aussi que les gens, ils regardent, par exemple, un truc qu'on n'avait pas vu en déclaratif. Quand on est dans un pays où les gens circulent à droite, en voiture, quand on traverse une rue, on regarde d'abord à droite et ensuite à gauche. Sauf que les trains, c'est exactement l'inverse. Les trains, ils viennent de la gauche. Donc le réflexe, quand on regarde à droite, ensuite à gauche, c'est le mauvais réflexe quand on traverse une voie ferrée. Donc tout ça, c'est pas le déclaratif qui nous a permis d'observer, c'est vraiment une observation et comprendre en fait comment ce que les gens regardaient. Ça nous a donc conduit à proposer des dispositifs de communication et au-delà de la communication, même des dispositifs sensoriels qui vont permettre, j'espère, d'améliorer considérablement le comportement des gens et leur engagement quand ils traversent des voies ferrées. Donc ça, c'est un exemple de ce qu'on peut faire et de ce que les neurosciences apportent. C'est l'observation du comportement réel. Là, par exemple, vous avez... Donc, avec ces casques, on peut savoir, qui mesurent donc les ondes cérébrales de votre cerveau. On sait quelles sont les zones du cerveau qui s'activent quand vous menez tel type d'action. Donc, on n'a pas besoin de faire ça dans un IRM, qui est un appareillage extrêmement lourd. On peut le faire avec ces casques. Et là, vous avez des technologies d'eye tracking qui permettent de mesurer donc, ce que l'œil regarde, l'iris regarde, quand il est en action. Voilà. Et donc, par exemple, ça nous sert aussi pour les sites internet, etc., pour comprendre en fait les mécaniques de choix sur des sites internet. Donc tout ça pour vous dire que
Ces technologies-là nous permettent quand même de mieux comprendre comment fonctionne la prise de décision et comment fonctionne l'engagement. Et je pense qu'à l'heure de la génération Y, c'est important. Alors, je ne sais pas si je vais vous passer ce petit film. Si. Allez. La génération Y contre la génération scrogneux. Alors voilà, qu'est-ce que c'est que la génération Y? Salut, j'ai entre 15 et 30 ans et je fais partie de la génération Y. Pourquoi Y? Parce que celle d'avant, des gens nés entre 1960 et 1980, s'appelait la génération X. X parce que paumé, sans but et sans repère. Bref, fin du colonialisme, guerre froide et chute du mur. Alors qui suis-je si je suis né entre 1980 et 2000? Eh ben, je suis de la génération Y. En gros, j'ai pas connu le communisme qui fait peur, les menaces de bombes atomiques. Et souvent, je me pense plus intelligent que mes parents. Y pour why. Parce que j'ai beaucoup de mal à respecter un ordre qui m'amène à me demander hein, mais pourquoi? En fait, je suis quasiment né avec un ordinateur dans les mains. J'ai commencé à petite dose avec un abonnement ADSL 56 à 1 heure par mois. Quoi? 1 heure par mois? Ah ouais, d'accord. C'est là où j'ai appris qu'Echo c'était un labrador, que j'ai chatté sur Caramel, MSN, Skype, puis Facebook, que j'ai téléchargé sur Napster, Casa, Imu, puis Torrent. À l'époque, je finissais le serpent sur mon 3310. Je trichais en cours avec ma TI 89 et j'écoutais mon iPod à la récré. Ou mon mini-disque. Ou le Discman avec la charge électrique, quoi, quand même. En terminale, le prof de philo me demandait si les nouvelles technologies n'empêchaient pas les gens de communiquer. Je connaissais pas la réponse, mais j'avais déjà deux vies, une réelle et une connectée. Aujourd'hui, je sonde mes connaissances sur Facebook pour une colocation, je vends sur eBay, je partage en peer-to-peer. Je n'ai jamais vraiment compris comment marchait Wikipédia, mais je l'utilise en permanence. Mon smartphone est ma troisième main, et quand il tombe en panne, je suis moins efficace. Je ne me demande pas si c'est bien ou mal, je sais juste que je vis avec mon époque. Alors je te préviens, je ne me satisferai pas d'une vie qui ne me conviendra pas. Je changerai 10 fois de boulot s'il me faut. Je suis conscient du monde dans lequel je vis, et j'aspire à changer. La portée de mes actes est 1000 fois supérieure à celle de mes aïeux. J'arrive sur le marché du travail avec une arme qui changera le monde. C'est que je suis connecté. Car en fait, c'est ça la génération Y. C'est être connecté. Sinon, je fais des smileys aussi. Bon, voilà, ça c'est donc sous forme d'humour, mais vous l'avez compris, il y a quand même un message qui est d'ailleurs celui que se posent de plus en plus les entreprises. C'est-à-dire qu'il y a il y a un vrai changement de mentalité dans les générations à venir, et elles rentrent aujourd'hui sur le marché du travail, et les entreprises qui n'ont pas compris ça, elles vont avoir du mal à recruter ces nouveaux talents. Parce que vous allez avoir du mal, je pense vous, à rentrer dans une entreprise où par exemple on vous interdit d'utiliser les emails ou les réseaux sociaux. Donc, accepter d'intégrer, par exemple, ces technologies-là dans le travail quotidien, la production quotidienne d'une entreprise, ça demande de vraies révolutions culturelles au sein de beaucoup de boîtes. Et ça pose d'énormes problèmes, pas seulement aux directeurs des ressources humaines, mais à l'ensemble de la façon dont est organisée l'entreprise. Donc, il y en a qui ont compris ça, il y en a qui sont encore réticents, et on va assister, je pense, dans les 10-20 prochaines années, à de véritables basculements d'entreprises qui vont prendre ce virage-là ou qui ne vont pas le prendre. Celles qui ne vont pas le prendre sont déjà condamnées. Il y a une autre grande révolution en cours, et je vous engage à lire et à écouter ce que dit cette personne, entre autres, Bernard Stiegler, qui est donc le patron on va dire, du laboratoire de recherche du Centre Pompidou, qui s'appelle Ars Industrialis, qui réfléchit à un nouveau modèle économique, à une nouvelle forme d'économie, et notamment qui base beaucoup sa réflexion sur ce qu'il appelle l'économie de la contribution, qui serait un peu une alternative, l'horizon, non pas une horizon dépassable du capitalisme, on va dire ça comme ça, mais qui ne s'oppose pas au capitalisme, ni d'ailleurs à toutes les autres théories économiques. Alors c'est quoi l'économie de la contribution? Ça, pour faire court, quand j'ai dit que j'étais open source, ben c'est un peu ça, c'est en fait appliquer au monde de l'économie en général, à l'ensemble de l'économie, ce qui se fait par exemple en matière de logiciels libres. Aujourd'hui, vous avez de plus en plus de logiciels qui sont réalisés, non pas par des entreprises qui les vendent, mais par des contributeurs, par des programmateurs, par des designers qui, un peu partout dans le monde, travaillent sur une architecture, se mettent d'accord entre eux, et puis ensuite donc la donnent librement à ceux qui veulent l'utiliser, et puis ensuite vendent
des améliorations ou des applications connexes à ces plateformes qui sont mises à disposition des gens. Voilà. C'est beaucoup dans le... Je sais pas si vous avez déjà fait un site internet. Oui. Il y a ce qu'on appelle les CMS, les Content Management Systems. La plupart d'entre eux sont open source, Joomla, Drupal, WordPress, etc. Donc qui permettent vraiment de fabriquer des sites web de A à Z. Ces choses-là sont gratuites, ont été fabriquées par des gens qui ont contribué gratuitement à leur émergence. Et aujourd'hui, ceux qui veulent les utiliser l'utilisent gratuitement, et ceux qui veulent les améliorer utilisent donc des templates, des logiciels additionnels qui permettent d'améliorer ces plateformes-là. Voilà. Ça, c'est une économie où le consommateur s'engage dans la production, dans la conception et dans la consommation de ces produits-là. Et en fait, il en fait une théorie générale de l'économie en disant il faut qu'on sorte du modèle de la consommation, parce que consommation, c'est consumere, c'est brûler en latin, pour qu'on entre dans une économie de la contribution, où en fait chacun s'investira dans le produit que l'on consomme, dans le service que l'on consomme. Donc l'idée, c'est de faire en sorte que vos consommateurs, quand on est une entreprise, deviennent eux-mêmes des gens qui vont imaginer ce produit-là, qui vont contribuer à le distribuer, à le vendre, donc que vous ayez de véritables ambassadeurs et de véritables créateurs parmi vos clients. En clair, faire de vos clients les rendre plus créatifs plutôt que de les amener à simplement consommer vos produits. Je dis ça très rapidement, mais c'est un élément central de toute démarche marketing aujourd'hui. Il y a des gens qui se penchent beaucoup sur ces questions-là, et ça devient de plus en plus prégnant dans les stratégies d'aujourd'hui. Alors, par rapport à ça, j'en viens au cœur du sujet. Il y a un certain nombre de gens qui ont travaillé sur la science de l'engagement. Alors, je vous engage à aller... Vous trouvez ce document, hein, il est téléchargeable sur le net. Science of Engagement. Alors, c'est en anglais, il faut faire l'effort de le traduire. C'est donc en fait une société qui s'appelle Webber Chandwick, qui est une boîte de relations publiques à Londres, qui a fait travailler en fait plusieurs chercheurs, anthropologues, psychologues, marketeurs, enfin c'est responsable marketing et chercheur en marketing, dont Olivier Houllier, vous avez vu du pôle 3C, pour réfléchir à aujourd'hui quels sont les différents engagements, les principes d'engagement d'un consommateur. Ils en ont défini 10 à travers à la fois une compilation de tout ce qui se disait sur le sujet depuis une dizaine d'années, mais également à travers des études et des observations qui ont été faites. Donc ils en ont sorti 10 engagements et 19 éléments. Donc ils sont dans ce document, il est téléchargeable gratuitement. Je vous engage à aller le voir. Alors rapidement, je vous donne les 10 engagements. Alors c'est pareil, c'est une boîte à outils, c'est pas la Bible. En ce sens qu'il faut les prendre comme un moyen de bien comprendre en fait comment l'engagement fonctionne chez votre consommateur, et c'est à vous ensuite d'avoir l'intelligence de l'adapter et de prendre là-dedans ce qui est le mieux pour atteindre vos objectifs. Donc, l'engagement c'est une ressource qui n'est pas infinie. C'est quelque chose que le consommateur ou le client ou votre partenaire ne va pas vous donner tout le temps. Donc il faut arrêter de brûler l'engagement du consommateur et considérer que vous pouvez tout le temps le solliciter et qu'il est ad vitam aeternam. C'est une ressource rare. Et donc il faut avoir une logique où vous allez gérer une ressource rare qui est l'engagement de vos clients et de vos consommateurs. C'est beaucoup plus détaillé expliqué. Hein. L'engagement, ça requiert bien sûr de la réciprocité. C'est-à-dire que vous ne pouvez pas avoir, c'est une conversation. Vous devez donner des choses pour que le consommateur vous donne aussi des choses. Et donc, pour qu'il s'engage avec vous, il faut que vous le valorisiez, il faut que vous lui apportez aussi un certain nombre d'autres choses qui n'est pas seulement la consommation de vos produits ou vos services. L'engagement, il n'est pas binaire. Hein, c'est une relation asymétrique, l'engagement. C'est comme la DSL. Il y a différents types d'intensité et c'est pas forcément du win-win, comme on dit dans le langage, on va dire, performatif des managers du futur. C'est pas forcément, en fait, ce que demande le consommateur, ce que demandent les gens, c'est pas forcément en échange de l'argent, c'est peut-être parfois souvent plus de la reconnaissance, le fait d'être valorisé, le fait d'apprendre des choses, le fait de s'enrichir intellectuellement et pas seulement dans son portefeuille. L'engagement, c'est bien entendu à propos de ce que l'on veut et de ce que l'on aime. C'est-à-dire qu'en fait, il faut là plus que jamais être à l'écoute
de vos clients et de vos consommateurs, et surtout comprendre ce qu'ils veulent et ce qu'ils aiment. Et là aussi, se méfier du sondage. Le sondage exprime des besoins, mais ces besoins ne sont pas forcément des besoins réels. L'engagement, en fait, il faut que vous puissiez le donner immédiatement. C'est-à-dire que souvent, sur Internet notamment, il y a des freins à ça. C'est-à-dire qu'on ne peut pas immédiatement apporter une réponse, donner son engagement, faire les choses immédiatement. Et on est dans une société du flux. Donc il faut que ce flux-là, en fait, soit immédiat, et il faut que vous permettiez aux gens qui rentrent en contact avec vous de faire les choses tout de suite. L'engagement, là aussi c'est important, il est souvent rationalisé a posteriori. C'est-à-dire que c'est souvent à la fois, enfin c'est toujours une part de raison et une part d'émotion. Et parfois, l'émotion prend le pas sur la raison, et quand c'est le cas chez le consommateur, il va rationaliser son émotion. Donc il faut lui donner les moyens de rationaliser l'émotion qu'il vient d'avoir. De dire, mais votre émotion, elle n'est pas une pulsion, elle a aussi des raisons profondes. Donc lui donner les moyens de ça. L'engagement, on peut, donc c'est à la fois, par contre on revient aux fondamentaux, c'est à la fois provoquer de l'intérêt, capturer, et puis ensuite construire, construire une relation dans la durée. L'engagement, c'est un bénéfice qui se fait à plusieurs niveaux, multicouches, on va dire. Et de ce point de vue, la religion, d'ailleurs les gens qui ont travaillé là-dessus ont beaucoup observé ce qui se passait dans les religions, par rapport à l'engagement religieux qu'on peut avoir, est un bon exemple de ce qui se fait dans ce domaine-là pour que ça soit à plusieurs niveaux, ce type d'engagement. Dans l'engagement, c'est toujours le négatif qui l'emporte sur le positif, il faut le savoir, c'est-à-dire que les gens retiennent, vous le savez dans le journalisme, les trains qui arrivent en retard et jamais ceux qui arrivent à l'heure. Donc là aussi, il faut le prendre en compte par rapport à l'importance que peut avoir des observations, des commentaires négatifs sur vous. Et enfin, l'engagement, c'est toujours un mariage entre une expérience et des attentes. Et ça, c'est très important. Par exemple, moi, je vous donne un exemple, c'est que aujourd'hui, il y a un gros problème, je pense, dans tout ce qui est boutique, point de vente, c'est que ce sont des points de consommation et rien d'autre. Et très peu, à part ceux qui l'ont compris, comme Starbucks, etc., très peu font vivre de vraies expériences aux gens qui viennent chez eux. Et là, on a un énorme chantier qui s'ouvre pour toutes les agences de design et de communication pour que les consommateurs, dans les boutiques, vivent de vraies expériences qui ne soient pas que des expériences de consommation. Voilà, je vous donne un exemple que je n'arrive pas à comprendre comment des boîtes comme la Fnac et Virgin, et surtout la Fnac, s'orientent de plus en plus vers des supermarchés du livre, et même maintenant de produits ménagers, et de moins en moins vers le fait de vivre de vraies expériences culturelles. Donc pour moi, la Fnac devrait être plus une salle de spectacle aujourd'hui, dans laquelle on va ensuite par Internet acheter des livres, des bouquins, mais ça doit être un lieu où on va rencontrer des artistes, des acteurs, des auteurs, et où on va vivre de vraies expériences qu'on ne pourra vivre nulle part ailleurs. Et sinon, qu'est-ce que je fais? Je ne vais plus aller à la Fnac, je vais venir à Fnac.com. Parce que ce que je vais avoir sur la Fnac.com, c'est plus intéressant que ce que je vais avoir dans la boutique. Je vais avoir tout le catalogue, je vais avoir plus d'informations et plus de renseignements, et je vais peut-être parfois même payer moins cher. Donc quel intérêt j'ai d'aller dans un magasin où je vais avoir beaucoup plus de contraintes, si ce n'est de vivre une expérience que je ne pourrais pas vivre sur Internet. Donc tout ça, c'est pour vous dire que l'engagement, voilà, il n'est pas que virtuel, il faut aussi qu'il soit physique dans les boutiques. Alors je pourrais détailler tout ça sur Internet, mais on n'a pas le temps. Je pourrais vous donner ces slides, si je les mettrai à disposition de l'école. Mais vous avez donc là la traduction, en fait, sur ce qui peut se passer sur Internet, sur les réseaux sociaux, quand on fait des stratégies digitales. En gros, on se pose la question, qu'est-ce qui fait que je vais avoir envie de m'engager chez vous? D'abord de vous trouver, comment je vais vous trouver? Donc bien sûr par des moteurs de recherche, par le web social, donc lister tout ça. Pourquoi est-ce que je vais revenir et que je vais vous suivre? Comment est-ce que créer des mécaniques qui font que je vais à la fois poster des contenus que vous avez publiés, les liker? Vous avez un peu là, sur la base de ces 10 principes et de ces 19 éléments, quelques exemples de ce qu'il faut mettre en place pour des stratégies digitales et pour engager des conversations entre des marques et des consommateurs. Pourquoi est-ce que je vais revenir? Ça aussi c'est un point important parce que je vous ai connu, je suis venu vous voir, je vous ai rencontré, je suis allé dans votre boutique virtuelle, je suis allé sur votre page Facebook,
j'ai retweeté des choses, j'ai trouvé des contenus intéressants sur ce que vous disiez, mais pourquoi est-ce que demain, après-demain, je vais revenir chez vous? Quelle mécanique donc on peut mettre en place pour ça? Et pourquoi est-ce que je vais publier un contenu, une page, un article, partager un statut et le faire partager à mon différents réseaux? Là aussi, vous avez les différents éléments qui vous permettent de l'obtenir. Donc je vous donne tous les tuyaux qui vont faire en sorte que vous allez créer votre start-up demain de communication et puis chasser Philippe Français de ses différents clients, parce que vous allez être meilleur que moi, bien entendu, pour faire tout ça. Mais bon, c'est bien volontiers que je partage, parce que je pense que j'ai encore un peu d'avance. Enfin, en tout cas, je veux y croire. Voilà, donc les 4 étapes de l'engagement, c'est ça. C'est faire en sorte que les gens viennent sur votre site et votre page et arrivent donc à lire ce que vous publiez, in extenso. C'est permettre l'interaction avec ce contenu éditorial, donc c'est leur permettre et les inciter à l'aimer, ce contenu, à le partager. C'est faire en sorte que les gens vont s'inscrire à un groupe, vont liker votre page, vont devenir amis de votre page, vont devenir fans plutôt, se sentir proches de vous. Et enfin, c'est engager la conversation, c'est-à-dire en fait contribuer moi-même à publier des choses sur vos différents comptes de réseaux sociaux. Voilà. Donc quand on a atteint ces 4 points-là, on est devenu une marque vraiment digitale. Et les 10 principes que je vous décrivais tout à l'heure, moi je m'en sers par exemple pour noter les actions qui sont mises en œuvre pour mes clients. C'est-à-dire qu'en fait je vois si on arrive à atteindre les 10 points, on a 10 sur 10, si on arrive à atteindre que moins de 5 points, c'est qu'on a encore des efforts à faire et qu'on pourrait gagner sur un des autres principes. Voilà. Ça me sert de grille, hein, plus que de Bible à suivre absolument, parce que vous ne pourrez pas faire tout en même temps. Voilà, je vais m'arrêter là, parce que je pourrais encore en parler longuement. C'est un travail qui est en chantier, work in progress. Et je suis prêt à répondre à vos questions sur ces différents sujets. Il est déjà 10h10. On pourrait faire la même chose sur comment trouver un job, hein, par exemple, hein, quand on est étudiant grâce aux réseaux sociaux. Donc, comment obtenir de l'engagement de la part des entreprises qui embauchent pour qu'elles viennent regarder votre CV, engager la conversation avec vous, faire passer votre CV à d'autres personnes. Voilà, ça, hein, c'est à appliquer pas seulement aux entreprises, mais aussi aux marques personnelles. Vous devenez tous, quelque part sur Internet, une marque à part entière, et à vous à générer et à cultiver cette réputation. Je pense que la question c'est qui est effrayé? Personne lève le doigt? Ça vous paraît normal? Par ce qui vient d'être dit sur les enjeux justement de cette communication dans les univers web, numériques. Est-ce que c'est pas juste une question de durée de vie de produit, de cycle de produit? C'est-à-dire que jusqu'à présent, on a consommé d'une certaine façon, ce qu'on nous a amené. On a mis beaucoup du cycle de vie des produits qu'on a consommés jusqu'à présent, et que le besoin de se sentir d'en créer de nouveau, c'est pas tellement. Parce que vous l'avez dit tout à l'heure, c'est que les technologies existent déjà, mais pour l'instant, on ne les a pas encore marketées. Donc ça veut dire qu'on n'a pas encore ressenti le vrai besoin que tout soit mis à disposition pour tout le monde. Donc c'est pas juste une question de commerce, que c'est pas encore le moment de le vendre, et que le moment venu, ça sera vendu. Donc de toute façon, c'est qui fait la recherche et le développement dans ces secteurs-là? Je veux dire, à tous les niveaux technologiques. Ce sont les personnes qui vont en bénéficier derrière. Ils réfléchissent comment ils vont pouvoir le vendre. Et au final, en fait, on va consommer ce qu'on va nous apporter à disposition. Je ne suis pas d'accord avec vous, non, je ne pense pas. Enfin, il y a plusieurs questions dans ce que vous dites. Si c'est le problème de l'acceptabilité des technologies, c'est pas vrai, ça ne marche pas comme vous dites. Hein, c'est pas Steve Jobs qui lance l'iPhone, et puis puisqu'il a lancé, les gens l'achètent, et ça devient le succès phénoménal que c'est devenu. Ça ne fonctionne pas comme ça, et heureusement. Il faut qu'il y ait En fait, Steve Jobs a lancé l'iPhone au bon moment. Il a compris en fait que c'était le bon moment parce que les gens attendaient cela.
Il s'est passé parce que ces technologies, elles existent depuis longtemps. Par exemple, je prends une technologie comme le fax, la télécopie. C'est une technologie qui existe depuis le début du XXe siècle. 1912, je crois. En fait, ça servait d'ailleurs beaucoup aux journaux pour ce qu'on appelait des bellinos. C'est grâce à ça qu'ils envoyaient des photos d'un bout à l'autre de la planète. Sauf que les gens ne voyaient pas l'utilité, et même moi j'ai connu l'introduction du fax dans les entreprises. Je peux vous dire que c'était effrayant pour beaucoup de gens. Par exemple, ça ne servait pas de preuve. C'est-à-dire qu'en fait, quand j'envoyais un devis par fax, le client me le renvoyait en me disant « mais qu'est-ce que c'est que ça? Envoyez-moi un vrai devis sur papier, une facture sur papier. Aujourd'hui, on l'envoie par email. » Et donc ça, c'est pour vous dire que le fax, en fait, est entré chez les gens parce que les gens l'ont accepté au fur et à mesure comme quelque chose de valable pour pouvoir travailler et fonctionner plus efficacement et plus facilement. Mais ça a mis beaucoup de temps. L'iPhone, ça a été en quelques semaines, en quelques mois, les gens ont accepté. Ils ont accepté des choses énormes. Ils ont accepté de dévoiler leur intimité. En fait, c'est ça qui se passe, c'est que dans les générations d'aujourd'hui, on accepte de donner une part de son intimité, de dévoiler qui on est, son email, quel âge on a, quels sont nos amis, si on fait du skate ou de la guitare, parce qu'en échange, on estime on reçoit énormément d'avantages, de services et de bénéfices qu'on n'aurait pas si on ne donnait pas ça. Voilà. Donc c'est le degré d'acceptabilité qui fait que le produit est lancé ou pas lancé sur le marché, qui fonctionne ou qui ne fonctionne pas. C'est quand même vous qui avez la main sur ça, et heureusement. Moi je dis vous, c'est nous, hein, c'est le public. Et aujourd'hui, les entreprises ont compris parce que aujourd'hui, en fait, ces dernières années, les entreprises, moi je vais vous le dire, on peut innover. L'innovation, c'était du cosmétique. Et le marketing et la communication servaient à faire croire qu'elles avaient innové, alors qu'en fait, elles n'ont pas inventé grand-chose de nouveau. On nous ressortait, sauf dans les nouvelles technologies, et sauf que, justement, aujourd'hui, pour innover, les entreprises ont compris une chose, c'est qu'il faut qu'elles intègrent le consommateur, le client final, dans le processus d'innovation. Starbucks l'a très bien compris. Starbucks, en fait, moi je trouve que Starbucks, j'ai horreur du café Starbucks, mais ils demandent constamment à leurs clients qu'est-ce qu'on peut innover, comment on peut innover pour vous rendre davantage de services. Procter & Gamble est un géant du lessivier. Il y a 2 ans, son patron a déclaré « Nous avions jusqu'à présent 1500 chercheurs dans notre laboratoire de recherche et développement. Aujourd'hui, nous en avons 17 millions. » C'est-à-dire que nous avons fait appel à l'ensemble de nos fournisseurs, prestataires, clients, et eux-mêmes participent au processus d'innovation de tous les produits qu'on va lancer. Et c'est comme ça qu'on va réussir à créer de vraies innovations qui ont du sens. Je ne sais pas si ça répond à votre question, mais moi, tout ce que je vous ai montré dans le petit, vous parlez de ce que j'ai montré dans le petit film, la moitié est déjà en place. Hein. La moitié existe déjà, la moitié vous vous en servez. Hein. Peut-être pas exactement comme l'avait pensé Microsoft il y a 3 ou 4 ans, mais... Et l'autre moitié, elle va débarquer là. Elle débarque, dans les 3-4 ans, elle va arriver. Moi, je ne donne pas 10 ans pour que tout ce qui est présenté là soit utilisation courante dans votre quotidien demain. Quand vous pensez que Google vient de sortir, a déjà mis au point une voiture sans pilote, vous imaginez ça, mais... Moi, personnellement, l'iPhone, je sais pas, je suis un vieux, mais pour moi, c'était un rêve de science-fiction d'avoir un téléphone comme ça, où je vais non seulement pouvoir téléphoner où je sois, mais en plus voir avec FaceTime la personne en vidéo qui me parle. Bon, il y a 20 ans, ça pour moi, c'était... je le verrai pas. Je le verrai quand j'aurai 80 ans, mais je le verrai pas, je serai trop vieux pour voir ça. Ben, je le vis. Donc vous imaginez l'accélération et l'acceptabilité qu'on a aujourd'hui de ce genre de technologie. Je pense qu'on sous-estime la capacité que les gens ont à accepter ça. Parce que ce n'est pas un problème de cycle de vie de produit, c'est vraiment qu'on est en train de changer notre façon de voir le monde. Et que de la même façon que l'écriture, l'imprimerie a structuré nos modes de pensée, le numérique change fondamentalement et accélère considérablement cette nouvelle façon de vivre ensemble et de voir le monde. Et là, nous sommes à l'aube d'un nouveau processus, j'en suis maintenant persuadé. Avant, quand je disais ça, je passais pour un fou. Aujourd'hui, je suis un peu plus écouté. Enfin, je n'étais pas le seul. Hein. Et je pense que de plus en plus, on s'en rend compte. Quoi. Et ce monde, il n'est pas terrible, il n'est pas effrayant. Moi, M. Joux, je ne pense pas qu'il soit effrayant. Je pense qu'il peut être même passionnant. Mais c'était pas mon propos de dire que c'était effrayant. Ouais, non, mais je n'ai pas compris ça comme ça.
Mais c'est un peu comme disait Socrate. Socrate était contre l'écriture, hein, vous le savez ça. Socrate, le philosophe grec, s'insurgeait contre l'écrit. Parce que on perdait la tradition orale. Et la tradition orale, l'oral en fait structure nos modes de pensée. L'oral nous oblige par exemple à avoir une mémoire extrêmement développée sur ce qui a été dit, sur les histoires. Hein, c'est la tradition par exemple du griot africain, etc. On se transmet de père en fils, et les villages, les collectivités, comme ça, ont la mémoire collective de l'histoire. Les livres sont dans le cerveau des gens, dans la mémoire des gens. Voilà. L'oral, on est obligé. En plus, c'est déformé, tout ça, mais c'est ça qui est beau. Quoi. L'écrit détruit la mémoire orale. L'écrit a détruit la mémoire orale. L'écrit a fait qu'on pouvait sanctuariser de la connaissance en le mettant sur des tablettes, du papier, etc. Donc, du coup, on n'est plus, les sociétés de oral sont devenues des sociétés de l'écrit. Et ça a changé beaucoup de choses dans la façon de penser le monde. Et Socrate s'était insurgé pour ça, parce qu'il pensait, il disait que ses étudiants c'était des imbéciles, parce qu'ils retenaient rien, ils n'avaient pas de mémoire. Ils faisaient trop confiance à leur smartphone de l'époque, hein, leurs tablettes, leurs papiers, leurs livres, etc. Bon, ben, c'est marrant, parce que je trouve que c'est un peu le même genre de reproche qu'on fait aux jeunes d'aujourd'hui en leur disant mais ils s'abrutissent derrière des écrans. Non, ils ne s'abrutissent pas derrière des écrans, ils apprennent plein de choses, ils ont une capacité. Et ben, je le vois, ce soir je participe à l'inauguration d'une école qui s'appelle Axe Sud, qui est une école de création graphique à Marseille, qui s'installe dans les nouveaux locaux de la Joliette. Et les profs, les directeurs de cette école me disent qu'ils sont stupéfaits de voir à quel point les jeunes sont beaucoup plus créatifs qu'il y a 10 ans ou 15 ans. C'est-à-dire qu'ils ont beaucoup plus d'idées, on devient tous beaucoup plus créatifs. Et ça, c'est grâce à quoi? C'est grâce au numérique. On a l'accès à des informations auxquelles ma génération n'a jamais eu accès. Moi, je me souviens que pour écouter de la musique, pour écouter le dernier disque des Rolling Stones, il fallait qu'on attende 6 mois, qu'on aille chez un disquaire d'import plus ou moins mafieux, pour arriver à trouver le 45 tours. C'était une course-poursuite, c'était un parcours du combattant, pour avoir accès à un morceau des Rolling Stones de l'époque. Aujourd'hui, vous avez accès à tout ça, et je trouve que c'est fabuleux, parce que ça vous donne une vision du monde beaucoup plus large, beaucoup plus grande, des capacités de créativité, de connexion avec tout ce qui se passe, qui est fantastique. Donc moi, je ne suis pas d'accord pour qu'on dise que les jeunes s'abrutisent derrière leurs écrans. Ils apprennent plein de choses. Alors il y en a quelques-uns qui s'abrutisent, il y en a quelques-uns qui sont des abrutis, oui, comme il y en a toujours eu. Mais je ne pense pas que ces écrans-là conduisent à un abrutissement. C'est le message que j'essaie de faire passer partout, avec plus ou moins de succès. Mais en tout cas, on a intérêt à le prendre en compte parce que dans d'autres pays du monde ont compris ça depuis longtemps. Voilà. Et donc sont en train de... Regardez ce que font les Coréens du Sud, par exemple. La Corée du Sud, c'est extraordinaire. La capacité d'invention, de créativité dans tous les domaines, pas seulement en technologie, hein, dans les arts, etc. Parce qu'eux, ils sont à fond là-dedans. Hein. Voilà ce que je peux dire sur le sujet. Donc engagez-vous, qui disait, engagez-vous dans le numérique. Question, on va arrêter là, on va vous laisser déjeuner. Merci. Je redis merci à Philippe Français. Je vous rappelle qu'à 14h, il y a la com à